Avant toute chose, je vais préciser quand même que la présentation que je vais faire, ça va pas être des mathématiques extrêmement compliquées, malheureusement pour ceux qui s'attendaient à avoir des choses compliquées. Je vais tâcher de principalement m'orienter sur tout ce qui est pipeline de rendu, étant donné que les maths appliquées au secteur du jeu vidéo, c'est quand même quelque chose de très large. Il y a beaucoup de choses à évoquer et malheureusement 20 minutes, ça ne suffira pas à tout présenter. Donc je vais principalement m'orienter voilà, sur les pipelines de rendu. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai entouré à peu près là où nous allons nous focaliser. Donc d'un premier temps sur tout ce qui est projection, donc le passage de la 3D à un affichage en 2D. Et puis ensuite les deux types de shaders qui existent, qu'on utilise au quotidien pour la conception de jeux vidéo notamment, mais pas que, on s'en sert également pour des rendus en 3D. Et puis, je vais vous proposer un petit cas intéressant sur les fractales pour voir à peu près comment cela fonctionne. Je vous rassure tout de suite, ça sera pas à pas, je vais tâcher d'expliquer ça et essayer de vulgariser au plus simple. Et j'espère que vous comprendrez le mieux possible avant la fin de avant la fin de la démo. Je vais essayer de rester dans une logique assez proche du jeu vidéo, enfin assez proche de ce qu'on connaît en tant que développeur. On va déjà définir une classe Mesh Mario. Alors une classe Mesh Mario, c'est quoi? C'est un ensemble de points, donc on appellera des vertices, et un ensemble de triangles. Donc en gros, là on a par exemple un Mario, voilà, donc j'ai pris une image aléatoire. Et en fait, vous allez voir que chaque petit point, représenté ici par une sorte enfin, par trois axes, ça représentera les vertices. Et pour avoir ensuite un modèle réalisable, on va assembler ces vertices ensemble et on va définir un deuxième ensemble de données, des triangles. Et ces triangles, en fait, comment ça va se former? Je l'ai expliqué vite fait ici dans cet exemple. Si par exemple, vous pouvez former cette forme-là, donc parallélogramme, je vais définir tous mes vertices. Voilà, donc mon premier vertice à l'index 0. À l'index 0. Donc là, par exemple, à la coordonnée 0,1, je définis mon premier point, mon deuxième en 0,2, etc. Et ensuite, si je veux assembler et former des triangles, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc, l'index de chaque point et je vais former un ensemble donc, de trois valeurs. Donc le premier, donc le 0, le 1 ici, le 2, et donc je forme mon premier triangle. Et je fais ça pour chacune de mes faces pour représenter un maillage. Une fois qu'on a ce maillage-là, donc on va pouvoir le mettre dans une autre classe Mario. Donc là, on va représenter un objet Mario. On aura donc le mesh qui représentera donc ce qu'on a défini juste avant, donc les différentes positions de chaque vertice. On va avoir une position. Alors la position, en fait, c'est la position globale de Mario dans le monde. Donc globalement, ici, je le représenterai par cet axe-là. Globalement, si je bouge, tous les points, tous les, toutes les coordonnées en fait, du Mario va bouger avec. En général, c'est une base d'unité qu'on utilise dans le jeu vidéo pour déplacer un joueur. La taille, par défaut, on reste sur de l'identitaire, donc on reste sur 1, 1, 1. Donc ça veut dire que globalement, à part si on veut faire des déformations, globalement, on reste sur quelque chose d'assez simple. Et pour la rotation, c'est un peu compliqué, on utilise ce qu'on appelle des quaternions. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car c'est un peu compliqué à expliquer, ça pourrait être l'objet d'une présentation d'une heure. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y aura deux axes qui vont nous intéresser, c'est Z et W, étant donné que Mario ne peut se déplacer que de façon que sur l'axe Z. On ne va pas imaginer qu'il puisse faire des saltos, des trucs comme ça serait trop compliqué. Et pour ce qui est de la vie, de l'XP, de tout ce qu'on peut trouver dans un jeu, pour l'instant on s'en fiche, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, de cette présentation. Alors, je suis désolé, en même temps il y avait Capta et tout. Donc... maintenant, comment on passe de ces données que je vais présenter juste avant, comment on forme quelque chose de plus mathématique. On va fabriquer une matrice sur 4 sur 4. Et en fait, cette matrice qu'on va faire, c'est qu'on va la définir de cette façon-là. Alors là, c'est uniquement pour prendre en compte la taille et la position. La rotation, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas s'en préoccuper, ça serait trop compliqué. Donc on garde ça et on a une formule qui permet de passer de points sur le maillage, donc les vertices que j'ai préparé tout à l'heure. Comment je peux obtenir leurs coordonnées dans la 3D, sachant qu'on a peut-être éventuellement bougé notre Mario en 3D.
et ben, on va faire un produit entre deux matrices. Donc le produit donc, de cette... donc, en fait, on va faire un changement de base. On va utiliser cette matrice-là, qu'on a définie ici, et on va la multiplier par nos coordonnées dans le maillage. Et grâce à ça, on obtient des coordonnées dans l'environnement, dans ce qu'on appelle la model view. Donc là, je vous ai fait un exemple. S'il y en a qui savent multiplier des matrices et des vecteurs, voilà. Donc là, par exemple, je prends un cas au pif. Hein. J'ai pris un point dans l'univers, dans le maillage, qui est aux coordonnées 1, 2, 3. Et maintenant, je veux connaître sa position dans le monde 3D, sachant que Mario se trouve à la coordonnée 5, moins 5, 10, 8. Et ben, ce que je vais faire, c'est que là, je fabrique ma matrice de passage de changement de base. Et ensuite, je fais un produit. Donc un produit, ça se fait comment? C'est ça, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Et on obtient ce vecteur. Je ne vais pas rentrer vraiment dans toutes les explications, mais globalement, cette coordonnée, c'est la coordonnée absolue du vertice dans le monde global. Plus compliqué maintenant, je suis désolé. Maintenant, ce point dans le global, je voudrais le représenter sur la 2D, parce qu'en fait, un monde 3D, ça n'a aucun sens pour un écran qui est en 2D. Et ce qu'on veut maintenant, c'est, sachant que la caméra se trouve à une certaine position dans le monde, et sachant qu'on a des notions de perspective dans un jeu vidéo, comment je passe de ma coordonnée en 3D à une coordonnée 2D. Et là, ce qu'on va faire, ça va être pareil, un produit avec plusieurs matrices. Une première matrice qui pourrait être formée grâce à la classe caméra. Une classe caméra, en général, c'est une position. Une caméra a une position dans le monde, en général. Donc un jeu vidéo, la caméra peut bouger et tout ça, donc il faut une position. Et là, plus compliqué, il y aura 4 notions. Je vais essayer de vulgariser au mieux. Le ZN, c'est globalement c'est quelle distance on va afficher nos vertices, le rendu, à partir de quelle distance on l'affiche. Et le ZF, c'est la distance maximale. Donc en fait, on a une notion de distance minimale et maximale qui est absolument nécessaire pour faire du rendu. Et ensuite, on a le POV X et le POV Y qui permettent d'expliquer quelle est la largeur, quel est l'angle de la caméra. C'est tout ce qu'on aura besoin comme données. Et avec ça, je vais former une nouvelle matrice, la matrice P, donc une matrice normalement de passage pour avoir la perspective, donc la matrice projection. Et donc là, voilà, bon, j'ai fait vite fait un schéma vite fait. Vous avez un Mario en 3D qui est dans ce repère-là. Et en fait, on va arriver à le projeter sur un plan en 2D grâce à toutes ces données-là. Pareil, un petit exemple d'application numérique. Alors là, j'ai pas fait les calculs, mais on pourrait le faire si vous voulez, mais vu que le temps passe, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous allez faire le produit de chaque donnée, et puis vous allez obtenir les coordonnées sur le plan 2D. Petite remarque, quand vous faites le calcul, vous obtenez un vecteur 4. Enfin, vous allez avoir un vecteur qui est sur 4 dimensions. Vous ne garderez que les 2 premières dimensions, car en fait, la troisième dimension, en fait, la troisième et la quatrième dimension, on s'en fiche. Voilà. C'est voilà. Bon, je vais pas expliquer pourquoi c'est compliqué. Je suis désolé. Je vais revenir sur des trucs un peu plus, un peu moins de maths et tout ça, juste pour expliquer les shaders. Vous allez avoir plusieurs données. Vous allez avoir des données d'entrée, en général, des uniformes, ce qu'on appelle, donc ce qui peut être des matrices, les matrices qu'on aura formées, donc la matrice projection, la matrice de model view. Vous allez former ces matrices-là. Vous allez avoir des attributs, donc ça va être la couleur d'un triangle, ça va être les vertex, leur position des vertex, et éventuellement d'autres données comme des textures et tout ça, mais on ne va pas s'en préoccuper ici. Et vous allez avoir 2 shaders qui vont simultanément faire des opérations sur ces données. Les premières, ça va être le vertex shader qui va vous permettre à partir des matrices que vous auriez fournies, permettre de faire des opérations sur les vertex. Si par exemple vous voulez faire, vous avez un
je sais pas, un plan et que vous voulez faire des vagues à partir d'un shader, ça serait le plus judicieux d'utiliser par exemple une fonction de displacement avec un timer. Et du coup, vous allez pouvoir simuler des vagues grâce à ce shader-là. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir aussi le fragment shader qui permet de faire beaucoup de choses et qui est en général celui qu'on utilise pour faire des rendus réalistes. Il permet de faire la colorimétrie d'un pixel. Ça veut dire que si vous voulez faire l'application de texture, si vous voulez faire des lumières, des ombres, des reflets, du brouillard, etc., vous allez programmer ici un fragment shader. Les shaders sont programmés en C en général. Je vais vous faire d'ailleurs tout de suite une présentation. Je vais parler des fractales. Et pour ça, du coup, on va programmer un shader qui fabrique une fractale. Alors, dans un premier temps, je vais juste vite fait, je crois que j'ai le temps de faire ça, je vais vite fait, je vais vite fait prendre un exemple pour que vous compreniez bien le petit algorithme qu'on va faire à côté, qu'on va essayer d'implémenter, que j'ai déjà implémenté, donc du coup, je ne vais pas l'écrire. Si par exemple, je définis donc C c'est c'est un nombre complexe. Donc je vais définir un x et un y, ça va être les coordonnées de notre point sur le plan. Donc par exemple, si je veux, par exemple, là sur la fractale, par exemple, on est ici, on est en coordonnées 1, 1, ça va avoir 1 plus i. Parce que i fois 1, bien sûr. Évidemment. Vu qu'on est sur un algorithme, on initialise z0 à 0. Première étape, donc z1. Donc là, on va faire z0 au carré plus c. Ça va nous obtenir donc 0 au carré, ça fait toujours 0. 1 plus i. Deuxième étape, on reprend z1. Donc là, vous voyez, c'est une récurrence. Ça veut dire qu'on prend le résultat d'avant et on le réinjecte ensuite. Non, il y aura du code juste après et profitez que ça soit simple ça parce qu'après ça va se compliquer. Là je fais ça, je fais 1 plus i au carré 1 plus i. Ça fait 1 plus 2 i moins 1. I au carré ça fait moins 1, je ne rappelle pas ça. Plus 1 plus i. Calcul rapide, ça fait 1 plus 3i, etc. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calcul de module. En fait, à chaque boucle, on va vérifier que le module est supérieur à 2. S'il est supérieur à 2, on sort de la boucle. Donc dans ce cas, en fait, on va afficher un pixel noir. En fait, le pixel noir ici, on le dessine parce qu'on est sorti de la boucle avant. Si on va jusqu'à la fin de la boucle, on dessinera un pixel d'une autre couleur. Donc là, comment on calcule un module? C'est très simple, c'est en fait c'est racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré, et ça fait du coup 10. Racine carrée de 10. Et donc là, ça c'est supérieur à 2. Du coup là on sortirait de la boucle, dans le cas de ces coordonnées. Je vais vous montrer un exemple maintenant sur ShaderToy. Je vais montrer un exemple sur ShaderToy, donc un truc que j'ai réalisé pour vous montrer. Donc là, en gros, j'ai fait l'application de ce que je vous ai montré à l'instant. J'ai refait l'algorithme, je l'ai réécrit. J'ai fait en sorte de l'écrire de façon à négliger les complexes. Donc j'ai trouvé une solution pour éviter de mettre des i, tout ça, parce que du coup, le i n'est pas compris par le compilateur C. Et au final, donc voilà, j'ai ma fonction Mandelbrot qui permet à partir de coordonnées de récupérer un flottant. Donc ça va être soit 0, soit 1. Et après, je vais avoir donc main image, ça va être le point d'entrée pour mon fragment shader. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais récupérer donc le temps. Et en fait, je vais essayer de zoomer en fait sur une partie du modèle de Mandelbrot. Et au final, du coup, j'affiche la couleur que j'ai obtenue. Je vous montre ce que ça donne. C'est impressionnant. Hop, donc, parce que je suis très dézoomé. Voilà. Alors je peux mettre en grand si vous voulez. Voilà. Bon, il y a quand même des limitations, ça devient pixelisé à partir de ce moment-là, mais c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, on a des limitations avec les doubles.
avec Ah oui, avec les tailles, en fait, à un moment donné, il y a une manque de précision et il ne peut pas aller plus loin. Un exemple qui serait intéressant à voir, ça serait voir qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'une boucle. Qu'est-ce que ça fait si on limite la boucle à un max i? Par exemple, on le diminue, on va pouvoir faire le test. Si par exemple je le mets à 10, vous allez voir en fait qu'on va avoir une autre, une autre forme qui ressemble, mais on a l'impression quand même qu'elle est un peu différente. Alors jusque là tout va. J'ai peut-être pas. Ah, j'ai oublié de compiler. C'est pour ça que ça fait ça. Voilà, là j'ai un truc différent. C'est pas plus pixelisé, on va dire que la forme elle est beaucoup plus arrondie, on a l'impression. Et en fait, en augmentant le nombre de i, en fait, on va augmenter la précision sur ça. En fait, c'est l'algorithme derrière qui fait ça. Ça veut dire que par exemple, si on mettait si on faisait une fois, par exemple, là, on obtiendrait vraiment un truc Hyper simple. Merci de me dire qu'il fallait que je compile. J'avais oublié. Là, en fait, on obtiendra qu'un rond. Mais en fait, le rond, il est logique. Parce que si on le fait qu'une fois, cette opération, vous voyez en fait qu'au final, le Z1, donc on aura la première boucle, sera égal finalement au module en fait, de notre coordonnée. Du coup, ça fait un cercle. Et si on fait l'opération donc un nombre de fois plus élevé, à chaque fois, on va cumuler, donc on va le mettre au carré le résultat précédent et on additionnera le coordonné et on aura cette forme qui évolue. Et si je mets très 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 grand, alors déjà ça prend plus de temps à calculer, mais on peut tester. Par exemple. Fais fumer la machine. Ah ouais, mais c'est ma machine donc. Alors en fait, ouais, il y a comme des limitations au niveau de la précision. J'ai pas compilé. Ah ouais, là ça rame un peu plus déjà. Vous voyez que là c'est tellement précis qu'il affiche rien. Ouais. Non, quand je reviens à des trucs plus... Voilà, donc... Alors, que veulent dire ces formes-là? Je ne vais pas vous répondre à cette question parce qu'en fait, c'est généré comme ça, en fait. En fait, on ne sait pas pourquoi ça fait des formes comme ça, mais en tout cas, c'est très stylé. On voit quand même qu'il y a des formes quand même qui se répètent. Voilà, donc c'est un peu ça, les fractales aussi. Et donc voilà, j'espère que en tout cas vous avez compris à peu près le principe, que j'ai bien vulgarisé quand même le concept. Combien de temps il me reste? 2 minutes. Et pour les 2 minutes restantes, je vais vous parler un peu de ShaderToy, qui est un site internet qui présente des shaders, donc tout quasiment là-dedans utilise des notions mathématiques assez avancées. Vous voyez qu'on peut faire vraiment des trucs très sympas. Là, encore une fois, c'est des fragment shaders qu'on programme. En fait. Ça veut dire que ce que je vous ai expliqué derrière, ce truc-là, en fait, il est généré à partir de codes mathématiques et tout ça qui arrivent à faire ce genre de forme. On peut faire aussi d'autres trucs plus sympas. Donc là, il y a d'autres exemples, des trucs vraiment stylés. Je peux vous montrer d'autres exemples avec fractales, puisqu'en général, les fractales, c'est trop stylé. Donc... là, ils arrivent à faire même des structures un peu en 3D. Hein. Là aussi? Ouais. Alors ça, j'ai pas pu le faire. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais pu le faire, mais après, il y a un style un peu psychédélique aussi. Vous avez plein de choses, hein. Mais tout ça, c'est des trucs qui sont bien optimisés et tout. Hein. Ça rame pas quand vous le testez parce que c'est calculé par votre GPU. Donc du coup, l'affichage en fait, il est vraiment bien optimisé. Vous avez même là ici l'éponge de Menger, si qui connaissent. Et puis là, je crois que ça c'est à peu près la même chose, c'est Mandelbrot. Donc c'est un peu le même truc que j'ai fait moi de mon côté. T'as commencé à préparer ton talk quand? Hein? Hier soir. Non mais en vrai, pour finir ma présentation, je savais pas de quoi parler. Je me suis dit tiens, je vais leur faire vite fait un petit fractal. C'est toujours stylé de montrer ça quoi. Ouais. Tu fais quoi de parler des teubés au boulot? Tu fais quoi de parler des teubés au boulot? Je sais pas. Il s'adapte. Je m'adapte. C'est sympa de te mettre au boulot parce que. Quelqu'un a vu son code, non? Parce que là, ouais. Ah ouais, mon code il a été relu. Je l'ai mis en prod. Voilà. Comme j'ai dit, voilà, je ne pouvais pas tout expliquer non plus, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà.
peut-être l'année prochaine, qui sait, faire une partie 2. Le plus dur, Ouais. c'est de vulgariser pour qu'on Bah, c'est exercice difficile, quoi. Tu t'es intéressé à la démocène avec, tu sais, il y avait des concours pour embarquer dans la création. Alors, là, ça, c'est direct. Il y avait des concours à un moment qui existaient où tu devais embarquer justement des créations 3D ou fractalisées dans des bouts de code extrêmement réduits. Ouais. Tu avais des concours à 8 kg où ton code devait tenir dans 8 kg et générer, comme le truc psychédélique, le tunnel. Bah, là, par exemple, là, les arbres, ça. le truc, par Ouais, exemple, ça ça c'est très léger. Hein. très léger, C'est extrêmement léger. Il y avait des concours Ça tient sur ça, en fait. Ça tient sur 200 lignes de code. Ouais, c'est ça. C'est angoissant. C'est en- Et t'as regardé un peu comment ils faisaient, comment ils décodaient Alors, en général, ce qui est bien, c'est qu'il y en a des fois qui mettent... C'est du C. C'est du C. C'est du C. Et le problème, c'est que... Alors, il y en a souvent qui mettent des liens qui expliquent à peu près le code et tout ça. En général, ça, c'est quand même très poussé. Ce qu'il y a derrière, c'est poussé et je peine un peu des fois à Il y a pas comprendre. de librairie, hein. Non, et puis les commentaires c'est très léger en général. Et là, le truc, il est infini. Oui, c'est infini. C'est pas ton truc à toi, tu sais, à la fin, on commençait. Bah ouais, mais moi je commençais hier soir, donc... Non, mais c'était pas en critique, c'était genre en gros, et donc tu peux monter des trucs. Et tu peux monter des trucs vraiment infinis, et tu as de plus en plus de jeux vidéo qui font vraiment tout en shader en fait. Ouais, Et là, c'est un très bon exemple, voilà, bon là, c'est pas un jeu vidéo pour le coup, mais enfin, la mécanique derrière, elle peut être utilisée pour vraiment des jeux, quoi. moi, je peux te faire aussi. Il y a beaucoup de projets aussi là-dessus qui sont des trucs de recherche et développement. Ça veut dire que c'est vraiment, bon, c'est quand même open source tout ça, mais ça c'est des sujets par exemple qui ont utilisé des boîtes d'infographie pour faire des logos, des vidéos promotionnelles. Et bon, là c'est pas le cas parce que je vois pas qui pourrait acheter ça, mais il y en a qui font des trucs vraiment stylés. Et derrière, ça va être décliné en des logos pour des trucs de publicité, quoi, par exemple. Quand j'écoutais la musique dans Winamp, il y avait genre d'animation. Je vais changer pour pas vous laisser hypnotiser sur ça. Voilà, bon, il y a plein de trucs. Je vous invite à regarder si vous avez le temps un peu chez Dortoy. Il y a plein de trucs. Des choses que vous pouvez même décliner sur des projets perso aussi, si vous faites un peu d'infographie, de jeux vidéo, tout ça. Il y a des trucs pas mal aussi. Du coup, tu peux modéliser un cube en 4 dimensions, ce genre de choses. Je regarde. Je pense au Tesseract dans... Oui. Comment ça s'appelle Il y en a, ah oui, du ray marching il y a du ray marching. Bah tiens, ouais. Bah oui, forcément qu'il y en avait, ouais. Ça rame un peu, mais c'est mon GPU. Hein. Là, vous avez aussi ça. Alors ça, c'est l'application de la 4e dimension. Alors ça, c'est... Enfin, ça, par contre, ça serait super intéressant à regarder comment ils font. Hein. Puis après, voilà, vous avez d'autres choses. C'est mon écran de veille que j'avais. Vous pouvez faire aussi de la géométrie non euclidienne aussi. S'il y en a qui voient ce que c'est que la géométrie non euclidienne, ouais, parce que ça me faisait penser un peu à ça, mais... Ouais, mais le truc où tu as l'impression que peu importe où tu regardes, ça finit jamais là. Ouais, ou alors quand tu rentres dans quelque part, en fait, tu descends, mais tu as l'impression de remonter, en fait. Voilà. Ouais, ça c'est ça, ouais. C'est ça. Ça, Ouais, tu le fais avec ça, ouais. Mais tu fais aussi, mais tu peux le faire aussi en CPU, enfin sur du CPU. Hein. T'es pas obligé d'utiliser forcément toujours du shader. Il y a des lois sur la géométrie non euclidienne qui te permettent d'implémenter d'implémenter ce genre de choses sans passer par des shaders. J'ai dépassé le temps. Ouais, non, mais... On va applaudir. C'est pas grave, si tu veux. Ok. Le temps, c'est une notion relative. Bon, on va lancer un débat en tout cas. Parfait. Ouais.